Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Les titres de ce lundi, la défense du ciel ukrainien au cœur de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Le président ukrainien vient d'arriver à l'aéroport de Villa-Coublay. Emmanuel Macron était au pied de l'avion. Les deux dirigeants qui passent les troupes en revue à l'instant vont parler armement. Alors que la Russie multiplie les frappes massives sur l'est de l'Ukraine. Des résultats serrés au Chili. Pour le premier tour de la présidentielle, la candidate communiste Jadet Jara arrive en tête avec une légère avance sur son adversaire d'extrême droite, José Antonio Cast, après une campagne axée sur l'immigration et la criminalité. Et puis la junte au pouvoir au Mali suspend jusqu'à nouvel ordre la diffusion des chaînes françaises LCI et TF1 dans le pays, accusées de diffuser des informations alarmistes, je cite, sur la réalité de la menace djihadiste sur Bamako. Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mène un blocus économique sur la capitale depuis la fin de l'été. Et c'est au Mali que nous allons précisément poser les valises de Parlons-en jusqu'à 10h45, largement passé sous les radars médiatiques ces derniers mois. Il est revenu le Mali à la faveur la défaveur de la pression croissante des djihadistes sur Bamako et sur la junte. Quel est l'état précisément de la menace? Risque-t-elle de s'étendre au Sahel? Qui peut la contenir? Quel est le projet des djihadistes du JNIM? C'est Parlons-en aujourd'hui avec Jnela Boussissé, Stéphane Balong et Wassim Nasr. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là, c'est Parlons-en. On a beaucoup de choses à se dire. Et c'est parti. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec mes invités, à nouveau un détour par le tarmac de l'aéroport militaire de Villa-Coublay, où vient d'arriver le président Zelensky, qui est aux côtés du président Macron que vous voyez à l'antenne. Les deux présidents ont un programme chargé ce matin, alors qu'on serre des mains. Vous le voyez, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Il y aura, après différentes présentations d'armement notamment, une visite, une rencontre officielle à l'Elysée. On y reviendra dans le journal de 11h. Mais ce plateau, donc à présent, consacré aujourd'hui au Mali. Avez-vous, Jnela Boussissé, bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes chercheuse spécialiste du Sahel à la Fondation pour la recherche stratégique. À vos côtés, Stéphane Balong. Dois-je vous présenter, Stéphane? Bonjour. Bonjour. Chef du service Afrique de France 24. Et vous, Wassim Nasr, dois-je vous présenter également, journaliste ici à France 24, spécialiste bien sûr des mouvements djihadistes. Depuis plusieurs semaines, donc, le JNIM affilié à Al-Qaïda gagne du terrain au Mali. On évoquait la semaine dernière l'exécution en place publique d'une jeune influenceuse accusée de soutenir les militaires maliens, qui a brutalement illustré cette reprise de la violence dans ce Mali qui était largement passé, je le disais, sous les radars médiatiques ces derniers mois. Les ambassades américaines, allemandes, belges et françaises ont appelé leurs concitoyens à quitter le Mali. Et donc on a appris ce week-end que la haute autorité de la communication du pays avait suspendu la diffusion dans le pays des chaînes françaises LCI et TF1, leur reprochant, je cite, des informations non vérifiées et des contre-vérités relatives à la poussée des djihadistes. Le point en image d'abord avec Alice Broga. Nouvelles restrictions dans l'accès à l'information au Mali. Depuis jeudi, les chaînes françaises LCI et TF1 sont suspendues après la diffusion le 9 novembre de sujets consacrés à l'expansion des groupes djihadistes dans le pays. Dans un communiqué, le régulateur des médias maliens les accuse d'avoir diffusé des affirmations non vérifiées et dénonce notamment un registre alarmiste qui prédit un effondrement imminent de l'État malien, toute chose qui provoque la panique ou la défiance envers les institutions et nuise à la cohésion sociale. Après la suspension de plusieurs médias étrangers, cette nouvelle mesure est saluée par ses habitants de Bamako. Cette décision est parfaite. Si cela dépendait de moi, on couperait le signal de toutes les chaînes occidentales chez nous. La junte militaire au pouvoir depuis 2022 accentue la répression sur la presse et les voix critiques, alors qu'elle est de plus en plus fragilisée par la dégradation de la situation sécuritaire et économique du pays. Depuis septembre, le groupe djihadiste JNIM, affilié à Al-Qaïda, mène des attaques meurtrières contre les camions-citernes sur les principaux axes routiers. Une stratégie de blocus qui a provoqué d'importantes pénuries de carburant dans ce pays très dépendant des importations d'essence de Côte d'Ivoire et du Sénégal. La situation s'est récemment améliorée à Bamako, où écoles et universités ont pu rouvrir après 2 semaines de fermeture. Mais dans le reste du pays,
Plusieurs localités restent sous blocus djihadiste, notamment dans le sud et le centre du Mali, où des milliers d'habitants ont fui vers la Mauritanie. Les attaques du JNIM ont déjà provoqué la mort de plus de 2100 personnes depuis le début de 2025. Voilà, et puis France 24, faut-il le rappeler, est coupé de diffusion au Mali depuis le printemps 2022. Djenabou Cissé, quelles sont vos dernières nouvelles du Mali ? Il y a eu une certaine accalmie. C'est vrai que beaucoup pensaient que la ville tomberait immédiatement. Ce qu'on a vu, c'est que la population malienne a tout de même fait preuve de résilience et on n'a pas vraiment vu de mouvement de panique comme ce qu'on a pu entendre de part et d'autre. Mais ça ne remet pas en question la menace portée par le JNIM, puisqu'on a un mouvement qui s'inscrit réellement sur le long terme, qui a une stratégie donc d'asphyxie de la capitale afin de provoquer une chute du régime, éventuellement de constituer un gouvernement avec des personnalités exilées ou des personnalités religieuses, mais en aucun cas une prise directe de la ville, puisqu'ils n'en ont pas les capacités. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir que la population malienne, jusqu'à présent, est un peu prise en étau entre cette répression djihadiste et aussi la répression du gouvernement, et a fait un peu le choix de la résilience jusqu'à présent. Une population malienne, le sujet le rappelait, qui est la première victime des exactions commises par ces djihadistes. Alors on va prendre le temps de s'arrêter sur ce JNIM avec vous, Stéphane et Wassim. C'est une vieille coalition, le JNIM, je crois, de 2017, la composition exactement. Comment est-ce qu'elle a évolué ces dernières années ? Donc effectivement, c'est une coalition de 4 groupes djihadistes qui étaient actifs dans le nord Mali, dont la branche Sahara, d'AQMI. Mais ce qui était intéressant avec le JNIM, c'est que pour la première fois, à la tête d'un groupe djihadiste, donc affilié à Al-Qaïda, le chef était Touareg, donc en l'occurrence Iyad Aghali, flanqué d'un, je dirais pas un second, parce que ça marche pas comme ça, mais en tout cas, disons d'une autre personnalité, pour le coup, Peul, Amadou Koufa, un prédicateur Peul, qui a donné une portée, en tout cas, plus vers le centre, disons, et maintenant au-delà, évidemment, du Mali et du Burkina Faso, peut-être qu'on en parlera. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'inscrit dans une logique transethnique. Ça veut dire, pour ne pas être très long, ceux qui étaient concernés, disons, par le djihad armé, au début, 2012, etc., c'est les populations plutôt arabes touareg. Puis on a vu les Peuls. Puis après les Peuls, on a vu des Dogons. Par exemple, en l'occurrence, quand Droukdel, chef d'AQMI, qui a eu cette idée d'un groupe transethnique en 2017, a été tué par les armées françaises, avec lui, il avait un prédicateur Dogon. Ça remonte à plusieurs années maintenant. Donc la logique était déjà bien en place. Et pour revenir, faire un saut, disons, dans le temps et revenir à ce qui se passe aujourd'hui autour de Bamako, évidemment, ce que Djenabou a dit est absolument vrai, mais aussi, c'est qu'on n'est plus du tout en 2012. Donc ceux qui sont à Bamako et qui voient que ceux qui mettent le blocus sur Bamako s'adressent à eux avec un bambara des campagnes, et pas en arabe, et pas en foulani, donc c'est des gens comme eux, ça change toute la dynamique de la perception, en tout cas du groupe qui met le blocus sur Bamako. Même si les gens aussi à Bamako, ils n'ont pas le choix, vous voulez qu'ils aillent où ? Ils n'ont pas le choix, ils n'ont que le choix de la résilience, mais aussi la perception des gens d'en face, elle a complètement changé. On a vu des images, par exemple, des attaques à Benena, à la frontière du Burkina Faso, où les djihadistes passaient au milieu de la population, au milieu des bus, au milieu des camions, pour s'attaquer à la caserne. Ils ne tirent pas sur les gens, certes, parce que ces gens-là ne constituent pas une menace pour eux, ils tirent sur eux ailleurs, mais là, à Benena, ils ne constituent pas une menace. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les gens ne fuient pas. C'est ça l'indicateur important. Ça veut dire quoi, ça ? Ils ne se sentent pas en danger quand les djihadistes passent. Donc ce sont les localités qui ont fait des accords avec les djihadistes de non-agression. Ça veut dire, vous n'aidez pas l'armée, on ne vient pas vous embêter. Mais si vous aidez l'armée, on est capable de vous tuer, comme vous l'avez très bien dit en début de propos. Et ça démontre quoi ? Ça démontre que les djihadistes, c'est eux qui donnent le là. Sur le terrain. On a les images, par exemple, de Loulouni, dernière attaque. Pareil, ils rentrent, ils s'attaquent aux miliciens d'Ozo. Et vu que ce village-là abrite des miliciens d'Ozo, ils pillent le village.
Donc succès de ce que vous appelez la stratégie transethnique, c'est ça? Une forme transethnique et gagner les cœurs et les esprits. Ça veut dire qu'il y a une vraie logique derrière tout ça. Et juste dernier point important, on a vu dans les commentaires beaucoup de gens disant oui, bah, c'est l'alliance avec le FLA, donc le groupe Touareg, qui va déferler sur Bamako, mais pas du tout. Parce que du moment où le JNIM met un élément Touareg dans l'équation pour Bamako, bah, ça devient contre-productif. Parce que ça va faire bloc, les gens de Bamako vont faire bloc contre les autres et on revient dans la dynamique du conflit ethnique entre les groupes. Alors que lui, tout ce qu'il veut, c'est dépasser les conflits ethniques et ce qui, par ailleurs, il réussit jusqu'à là. Parce qu'encore une fois, et je termine là-dessus, ceux qui mettent le blocus autour de Bamako, et quand on dit blocus, c'est juste un blocus de carburant. C'est pas un blocus de denrées alimentaires, etc. Donc ils empêchent le carburant de rentrer. À un moment, les bus, la directrice de la compagnie de bus, Diarra, s'est adressée au JNIM. Le JNIM lui a dit « Ok, vous pouvez circuler si vous prenez plus de militaires et si les femmes sont voilées et séparées des hommes. » Donc c'est eux qui donnent le là, encore une fois, mais ceux qui mettent le blocus, eh ben, ce sont des gens du coin. Ce n'est pas des Arabes, des Touaregs qui sont descendus du Nord. Et c'est là une très grande différence, en tout cas de perception et de dynamique, par rapport à ce qui s'est passé en 2012 dans le Nord. Stéphane, sur le calendrier, pour rebondir sur ce que dit Wassim à l'instant, ce blocus de carburant à l'encontre de Bamako, pourquoi maintenant? Est-ce qu'il fait écho précisément à une stratégie de long terme qui a été opérée par les djihadistes du JNIM? Il fait complètement écho à une stratégie de long terme. En fait, pour prendre la chose dans son ensemble, que veut le JNIM? Le JNIM, en gros, l'idée, c'est de faire tomber le pouvoir de Bamako. En tout cas, l'affaiblir sérieusement pour provoquer quelque chose, en tout cas un mouvement en interne. Ça, c'est l'objectif. Et cet objectif-là, comment on y arrive? On y arrive d'abord par la conquête des territoires. Et Wassim dit quelque chose qui est primordial, c'est-à-dire qu'on veut certes gagner le cœur des Maliens, mais on veut aussi leur expliquer que vous devez être avec nous. D'où l'exécution de cette jeune fille la semaine dernière, qui n'est pas avec nous, va subir notre punition. Donc, il y a cet aspect-là qui va plus loin, qui se prolonge par le fait qu'aujourd'hui, le visage du JNIM, en tout cas dans ce qu'on appelle le Grand Sud du Mali, qui s'exprime en Bambara... C'est pas n'importe quel Bambara, le Bambara de campagne. Quand vous parlez avec les Maliens, vous le disent très clairement, c'est pour créer une espèce de proximité, si vous voulez. C'est gagner les cœurs, c'est dire, en gros, aux Maliens, nous sommes une alternative. Nous, on vous dit on fait ce qu'on vous dit. Si vous nous suivez, vous aurez quelque part la tranquillité au quotidien. Et ensuite, pour atteindre cet objectif d'affaiblir le régime de Bamako, le pouvoir de Bamako, c'est le blocus qui a été mis en place depuis le début septembre veut forcer Bamako à la négociation parce que quand on crée ce blocus-là, on veut provoquer un mécontentement populaire à Bamako. Et ça fonctionne? On l'a approché. C'est-à-dire que quand vous discutez avec les Maliens, il y a eu des moments de tension où les populations étaient mécontents vis-à-vis des militaires parce que les militaires avaient en quelque sorte un passe-droit, mais ça a été géré rapidement, ça a été contenu. On a pu entendre à Bamako des citoyens dire mais attendez, des conducteurs de citernes, ils prennent autant de risques que les militaires. Pourquoi les militaires vont avoir un passe-droit? Pourquoi pas les conducteurs de citernes? Donc quand vous mettez tous ces éléments bout à bout, vous voyez à peu près vers quoi le JNIM veut s'orienter, c'est-à-dire gagner le cœur des Maliens, obliger les autorités à la négociation et se proposer comme une alternative aujourd'hui. Jeanne Abou-Cissé, là-dessus, sur la stratégie du JNIM, de ce qu'on comprend de ce que vous dites les uns et les autres, c'est qu'ils n'ont pas la capacité, ils ont peut-être la capacité de prendre Bamako, mais pas forcément de l'administrer avec leurs propres forces. Alors quoi? Quel est le projet? C'est effectivement, avec cette stratégie de séduction, arriver à séduire assez largement pour composer une gouvernance qui leur serait favorable?
Oui, le JNIM en fait s'inscrit pleinement en ce sens dans la stratégie d'AQMI, puisque AQMI, suite à 2012, a tiré les leçons de l'échec de la prise de Tombouctou et des diverses opérations, et a justement réalisé que juste arriver, imposer strictement la charia sans essayer au préalable d'obtenir un réel soutien populaire, ça ne marchait pas. Et on avait même retrouvé des lettres à Tombouctou où il y avait le leadership d'Al-Qaïda qui expliquait qu'il fallait maintenant passer à une stratégie de réelle influence de long terme envers les populations. Et c'est ce que fait en fait les groupes affiliés à Al-Qaïda depuis lors. Et le JNIM, en ce sens, s'inscrit pleinement dans cette stratégie. Il y a une réelle volonté et même une mise en œuvre de stratégies de conclusion d'accords avec des réseaux locaux, avec des chefs tribaux, avec vraiment une volonté d'avoir une influence locale très solide, afin justement de parvenir à imposer une gouvernance islamiste la plus étendue possible. Et en réalité, l'objectif du califat, c'est presque un objectif de long terme et de très long terme qui est très accepté par le JNIM. Il n'y a pas vraiment cette idée de vouloir arriver et tout de suite imposer un califat. Et c'est ce qui a même pu expliquer à un moment certaines des divergences idéologiques avec Daesh, où les groupes caïdistes voyaient bien que la stratégie de Daesh ne pouvait pas fonctionner. Donc on a vraiment un objectif de long terme de mise en œuvre d'une gouvernance islamiste, de vraiment constituer, comme ça a été dit avant, une réelle alternative à l'État. Et ça fonctionne puisque l'État n'est pas là dans une grande partie du pays. Et c'est en ça que la stratégie militaire ne peut qu'échouer, puisque le succès des groupes djihadistes dans la zone s'explique avant tout par un défaut de gouvernance. Et c'est parce que l'État n'est pas présent, parce que l'État fait défaut, que le JNIM parvient à étendre son influence. D'où le fait qu'on observe un renfort assez drastique des moyens militaires mis en œuvre par le gouvernement malien, mais parallèlement une hausse de l'expansion du JNIM et aussi du nombre de morts parmi les civils. D'ailleurs, on pourrait penser que ça fait partie de la stratégie du JNIM de concentrer l'attention sur Bamako et donc les renforts militaires maliens pour pouvoir détourner peut-être l'attention sur d'autres territoires et notamment... Oui, mais paradoxalement, l'effort militaire du JNIM, il n'est pas autour de Bamako. L'effort militaire du JNIM, il est plutôt dans la zone de Sikasso. Oui, précisément, là où les Maliens concentrent un effort, où le JNIM essaie de... Oui, et là, une partie de l'armée malienne est fixée dans le nord pour des raisons plutôt, disons, populistes qu'opérationnelles. Donc ça aussi, il faut le garder en tête. Et quand on parle des exactions contre les civils, certes, l'armée n'arrive pas à contrôler le territoire, mais on est dans des constructions de colonnes coloniales du 19e siècle, quoi. Avec Wagner, ils vont, ils tuent, ils pillent, puis ils rentrent dans la caserne. Et bien la population, évidemment, qu'elle va retrouver refuge chez qui? Ceux qui contrôlent le terrain. Donc le JNIM, surtout qu'il y a un autre acteur sur le terrain, qui est l'État islamique. Donc les populations sont sommées de choisir entre l'un et l'autre. Mais après, juste pour revenir sur ce qu'a dit Stéphane, moi je pense que le JNIM ne veut pas négocier avec Bamako. C'est fini. Le train a raté et maintenant ce qu'ils veulent, c'est faire tomber Bamako. Donc là, le régime déjante. Évidemment, et par ailleurs, preuve, ce que je dis, c'est qu'ils ont accepté de négocier avec les militaires une seule chose, la libération de plus d'une vingtaine de leurs combattants, et en contrepartie, ils ont un tout petit peu lâché le blocus de carburant autour de Bamako. C'est pour ça qu'on a vu que du carburant est parvenu dans la capitale. Ça, donc combiné évidemment à l'effort d'escorte militaire et même de Wagner des fois. Donc un effort très important, très coûteux pour ne faire rentrer que du carburant dans la capitale. Ça, il faut aussi le garder en tête. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont dit dans leur communiqué, en parlant de gouvernance commune. Ce qu'ils ont dit, ce qui m'a été dit, je dirais pas les négociations, mais les attaches prises avec des figures de l'opposition, qu'elles soient locales, toujours au Mali, ou en exil, de un, de deux, qu'elles soient islamistes ou pas. C'est ça qui est important.
Ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer à Bamako, drapeau noir au vent, etc. Et que par ailleurs, même s'ils y arrivent, ça va faire un contre-choc et la junte aura un soutien régional, etc. Mais s'ils arrivent à capitaliser sur le mécontentement des oppositions qui se multiplient et se cumulent contre la junte, là, ils pourraient arriver à quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du faisable en termes de gouvernance islamique, si elle est dans le même registre de ce qu'ils font déjà sur le territoire. C'est-à-dire, on n'est pas en 2012, couper des têtes, etc. C'est autre chose. Même, par exemple, au niveau de la justice islamique locale, c'est même pas leurs juges qui jugent. C'est des juges qui ont leur accord, mais ils ne sont pas encartés chez eux, pour résumer. Et donc ça, c'est de l'ordre du possible. Parce que Bamako s'est fait beaucoup d'ennemis. Entre les opposants en prison, les exilés, les journalistes, les associations, il n'y a plus personne. Donc Bamako est en train de construire d'une certaine manière les conditions dans lesquelles le JNIM pourrait arriver à créer cette coalition. Et pourquoi je dis ça? Parce que le JNIM, c'est lui l'acteur militaire. Mais seul, il ne peut pas, il a besoin d'acteurs politiques. Et même, paradoxalement, si ça arrive un jour, d'une façon ou d'une autre, c'est peut-être ça qui éloignerait le JNIM d'Al-Qaïda centrale, qui n'est plus en fait qu'un think tank, on va dire. Parce que même le chef d'AQMI aujourd'hui, donc Anabi, que j'ai eu l'occasion de questionner 2 fois, c'est pas lui qui donne les ordres sur le terrain. C'est Iyad Agali qui donne les ordres sur le terrain et qui n'est pas contraint du tout par les décisions prises par la centrale, sans rentrer dans le détail. On le voit dans plein de facteurs, que ce soit de communication ou opérationnel sur le terrain. Donc il y a une fenêtre qui s'ouvre en ce moment, mais on ne sait pas du tout encore comment ça va évoluer. Et sur qui la junte peut compter de son côté? On évoquait Wagner, enfin renommé savamment Africa Corps, Stéphane. C'est compliqué, mais juste pour prolonger le raisonnement et préciser ce que je disais tout à l'heure, mais en fait l'idée, on sait que la junte elle-même ne veut pas négocier avec le JNIM. Elle-même est dans une logique militaire depuis le début. Aujourd'hui, ce que cherche visiblement le JNIM, c'est créer cet environnement-là, ce contexte qui permette justement... En fait, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui en face? Vous avez 2 camps en face. Vous avez la junte et le JNIM. En termes d'acteurs, notamment militaires, au Mali, tous les acteurs politiques sont en prison, en exil, et s'expriment très peu finalement. Donc, la solution, c'est quoi aujourd'hui? Soit vous êtes avec la junte, soit vous êtes avec le JNIM. Et ce sur quoi veut capitaliser le JNIM, c'est justement cela, c'est créer une situation qui permet de rallier justement cette opposition qui est aujourd'hui bâillonnée, qui ne peut pas s'exprimer. Mais depuis ce week-end, on voit qu'il y a une 3e voix qui commence à s'exprimer, notamment par la personne de l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Konaté, et qui lui dit ni la junte, ni le... Il y a une alternative. Ni la junte, ni le JNIM. Oui, mais combien de divisions blindées, Stéphane? Mais bien sûr, voilà. Je vais dire, ce qu'on est en train de dire, on le dit, et par ailleurs, on le dit depuis Paris. Mais ce que ça traduit, c'est que ça a créé une dynamique qui est de plus en plus politique, en fait. On est certes dans un contexte très militaire, mais on s'oriente vers quelque chose de très politique et pour moi, qui va être très important à suivre dans les jours qui viennent. En tout cas, juste pour rajouter quelque chose, effectivement, il y a beaucoup d'opposants maliens qui essayent de créer cette 3e voie, mais cette 3e voie doit prendre en compte le JNIM, parce que c'est lui le force militaire sur le terrain. Si elle peut faire fi de la junte qui veut négocier avec personne et mettre les opposants en prison, elle ne peut pas faire fi du JNIM. Et qui dit prendre le JNIM en considération, donc prendre ces demandes de gouvernance islamique. Donc l'enjeu aujourd'hui, comme je disais, c'était de trouver un terrain d'entente entre ces oppositions et le JNIM. Donc l'un dans l'autre, l'un va diluer l'autre. Mais ça reste encore, c'est pas une science exacte. On a une idée du nombre d'hommes, le JNIM, aujourd'hui? Franchement, moi, je ne m'en prononcerai pas là-dessus. Précisément sur les forces... C'est toujours à la louche, quoi, le nombre de... Voilà. Mais et juste pour répondre à votre question, parce que je n'y ai pas répondu finalement, sur qui je ne pensais pas que j'avais oublié ma question. On peut spontanément parler des voisins de l'AES, du Burkina et du Niger, sauf qu'eux-mêmes
eux-mêmes ont des problèmes sur leur territoire. Ils sont très silencieux aussi. Elles sont très silencieuses depuis le début de ce blocus. Ils ont annoncé la création d'une force conjointe de 5000 hommes à peu près, mais opérationnellement sur le terrain, on ne voit pas ce que ça donne. Et je vais dire, les fronts sont tellement multiples que c'est difficile de savoir comment, avec 5000 hommes, on peut à la fois être dans le nord, dans le centre, et aujourd'hui dans le sud, autour de Bamako. Sans contrôler les routes. Et je repose ma question, Djenabou Cissé, sur les forces paramilitaires russes, censées protéger la junte, quid ? On a des forces aériennes russes d'Africa Corps qui ont notamment escorté certains des camions-citernes ces dernières semaines. Mais c'est vrai que, hormis cela, en fait, le Africa Corps et Wagner avant cela ont surtout été impliqués dans les combats contre le FLA, puisque la vraie menace identifiée par Bamako, c'est en réalité l'insurrection rebelle. Ça n'a même jamais vraiment été les groupes djihadistes. L'ennemi numéro 1, c'est vraiment, à l'heure actuelle, le FLA. D'où l'alliance avec les Russes, et en réalité, ils ont été appelés pour ce combat-là. Mais à ce jour, même sur ce terrain, le succès russe n'a pas vraiment vu le jour. On a vu certes la prise de Kidal, qui était symboliquement très fort, puisque c'est le bastion de la rébellion Touareg. Mais hormis cette prise de Kidal fin 2023, ça a été suivi quelques mois après par un des pires massacres subis par les forces maliennes et par les forces russes, donc à Tinzaouaten, et où les mercenaires ont quand même perdu 84 de leurs membres. Donc la stratégie russe échoue, comme je disais juste avant, très naturellement, parce qu'elle est essentiellement militaire. Donc elle ne peut pas fonctionner. Le problème Touareg ne sera pas résolu par la force militaire, n'en déplaise au gouvernement malien. Surtout pas en massacrant les Touaregs. Et surtout pas en massacrant les Touaregs. Donc, en effet, quid de une chute de Bamako, que feraient les Russes ? Bon, en cela, on peut quand même se rappeler ce qu'ils ont fait en Syrie, pas grand-chose, lorsque Bachar al-Assad est tombé. Donc, à mon sens, il serait en tout cas très peu probable, dans le cas également peu probable où le JNIM s'emparait militairement de la ville, à mon sens, il serait peu probable que les Russes voudraient s'engager dans un conflit de long terme au sein du pays. Par ailleurs occupés, on le sait, sur d'autres fronts, mais le rapport de force est plié, Wassim. Oui, non, mais ce qui est intéressant aussi par rapport aux Russes, si on fait un pas plus loin, politiquement, c'est plus simple pour les Russes de se confronter au JNIM. C'est-à-dire dans la communication, voilà. Mais si il y a une coalition... Pourquoi vous dites ça ? Mais parce que le JNIM, c'est un groupe terroriste, Al-Qaïda, voilà. Mais s'il y a une coalition qui se forme autour du JNIM avec d'autres opposants, imaginons avec des officiers de l'armée d'active malienne, je pense que les Russes n'iront pas au coup de feu contre l'armée malienne. Donc ça aussi, il y a l'aspect politique de cette coalition qui pourrait émerger pour une gouvernance, etc. Mais il y a l'aspect tactique militaire qui peut se traduire aussi sur le terrain en mettant du côté les Russes. Et mettons de côté comme acteurs. Parce que les Russes, s'ils veulent garder leur influence au Mali, ils feront comme en Syrie. Ils voudront voir, avec les nouveaux maîtres de Bamako, comment trouver un accord. Ça veut dire ça aussi, il faut le garder en tête. Les Russes sont un acteur très pragmatique. Ils sont toujours au Mali parce que ça leur coûte pas cher d'y être et parce que l'effet stratégique de leur présence au Mali, il est juste énorme par rapport à l'investissement ou la mise de base. Donc s'ils arrivent à continuer à rester avec une mise de base comme ça qui est moindre, ils resteront, peu importe qui prend le pouvoir à Bamako, si ça s'effrite, disons, de l'intérieur. Mais quand même, une grande question reste, pourquoi ils ne s'impliquent pas plus dans la sécurisation des routes ? Est-ce que la question est, ça ne fait pas partie du contrat ? Est-ce que leur préoccupation première aujourd'hui, c'est de protéger
le pouvoir, ça veut dire s'il y a un coup d'État de l'intérieur par certains militaires, est-ce qu'ils seront là pour protéger ceux qui sont déjà en place ou aider les autres? Les deux options se posent, sans rentrer dans les détails des méandres des rapports entre les colonels ou les généraux aujourd'hui. Il y a plusieurs options qui sont un peu sous les radars, parce qu'on parle que JNIM et junte, qui peuvent s'imposer d'elles-mêmes et où les Russes pourraient jouer un rôle qui n'est pas du tout prévu à la base, disons. Et pour réagir juste sur ça, il y a des tensions depuis un certain nombre de temps entre les Russes et le gouvernement malien. Justement, Wassim parlait de contrat. Le gouvernement malien a très tôt émis justement ses plaints en fait du montant du contrat. On parlait à un moment de 10 millions de dollars par mois pour s'offrir les services de Wagner. Et en fait, depuis que les Russes sont arrivés, la relation n'a fait que s'effriter. Donc ça pourrait aussi, à mon sens, expliquer l'investissement très limité des Russes sur le terrain, et pour des raisons financières, et aussi parce qu'au sein même de la junte malienne, il commence à y avoir des divergences entre les pro-russes et les anti-russes. D'autant qu'on évoquait la stratégie de conquérir les cœurs et les esprits, les exactions des paramilitaires russes. Ça aide pas. Clairement, n'a pas éloigné les Maliens, ou en tout cas a peut-être bénéficié en partie. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Moi, j'ai eu l'occasion d'écrire un rapport pour CTC West Point, donc l'école de guerre américaine, sur l'impact de 1 an de Wagner au Mali, donc de l'année 2022. Et déjà là, en 2022, on voyait que ça a renfloué les rangs du JNIM dans le centre d'une manière sans précédent. Et ça a même monté le nombre de candidats aux attentats kamikazes. Et ça veut dire c'est scientifique. C'est documenté. C'est pas un papier et c'est venu juste après les massacres de Moura, Nampala, etc. Quand encore les Maliens, donc encore la junte malienne, parlait de monter en puissance militaire. L'idée, c'était d'attraper Mohamed Koufa à l'époque. Et ils y allaient en expédition, comme je disais, comme les expéditions coloniales vers les villages. Ils trouvaient pas Koufa. Et donc, il massacrait les gens, et au retour, il prenait des engins explosifs. Et celle qui disait où pourrait être Koufa n'était autre qu'une de ces femmes qui s'est fait arrêter en passant de Côte d'Ivoire à Bamako, et qui disait peut-être que j'aurais pu le voir là, ou peut-être qu'il est là, ou peut-être qu'il est là, et qui, elle, est encore détenue et qui a été interrogée par les Russes. Donc on voit bien que la stratégie de départ, dès le début, elle n'était pas bonne, elle était mauvaise. Qui ne vous veut pas du bien à ces femmes. Moi, c'est plus une interrogation qu'une affirmation sur la question de sur qui peut compter aujourd'hui la junte. Je m'interroge parce que le Mali, il ne faut pas l'oublier, c'est un grand pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui fait encore partie de ce qu'on appelle l'UEMOA, ces pays qui utilisent le franc CFA. Est-ce que les voisins, les autres membres, les 6-7 autres membres de l'UEMOA ont intérêt à ce que le Mali se retrouve dans une situation aujourd'hui très compliquée? Je me le demande. Je me demande ce qu'on pense de la situation à Bamako, ce qu'on en pense à Abidjan, à Dakar ou même à Lomé. Et par ailleurs, j'ai lu il y a quelque temps que les Américains ont repris langue avec la junte et ont amorcé une forme de coopération, notamment sur les échanges de renseignements. Et là aussi, plus qu'une affirmation, c'est une interrogation. Jusqu'où peut aller cette nouvelle coopération, et en quoi finalement ça peut aider Bamako, la junte aujourd'hui, à desserrer un tant soit peu cet étau qui se fait de plus en plus... Vous avez la réponse à cette interrogation? L'aide américaine, c'est vrai, mais elle est toujours ponctuelle. Donc, ils les aident au coup par coup. C'est pas une stratégie... Quand on parle, par exemple, de l'engagement turc au Mali, c'est avant tout un engagement commercial. Ça, il faut pas l'oublier. C'est des ventes d'armes entre deux compagnies. Donc, il n'y a pas de... Même s'il y a des discours grandiloquents derrière. Les Américains, ils aident au coup par coup. Et quand on parle des pays de la région... Permets-moi de rappeler qu'ils se sont mis à dos tout le monde. Ça veut dire qu'il y a quand même des camionneurs ivoiriens qui sont morts pendant le blocus. Si les Ivoiriens demain disent c'est fini, vous n'avez plus le droit de faire commerce avec le Mali, ça va s'arrêter. Pour le moment, ils ne le disent pas. Même si le porte-parole du gouvernement ivoirien a dit ce sont que des accords commerciaux, nous on n'aide pas directement. Donc ils n'ont même pas envie de dire qu'ils aident directement les militaires à Bamako. La Mauritanie, c'est elle qui prend les réfugiés. Ils se sont mis à dos tout le monde en accusant les uns et les autres de tous les maux. Et donc, maintenant, peut-être que pour les pays de la région et les pouvoirs dans la région, ils commencent à anticiper le coup d'après.
Est-ce que pour que le Mali se maintienne, il faut soutenir la junte et la porter à bout de bras et qu'après, d'ailleurs, on soit accusé à l'ONU d'aider le terrorisme, ça. Ou est-ce qu'effectivement, il faut essayer d'aller dans le sens d'une nouvelle coalition, d'une nouvelle gouvernance à Bamako, qui pourrait prendre langue avec les pays de la région et qui pourrait, pour le coup, diluer la radicalité des uns et des autres et la radicalité des rapports avec certains pays, même, par exemple, la radicalité des rapports avec l'Algérie, par exemple. Et s'agissant de la stratégie américaine, je suis complètement d'accord avec Wassim. L'administration Trump aujourd'hui a une stratégie essentiellement opportuniste et qui est basée sur avant tout les intérêts presque personnel de l'administration. Oui, on sait le peu d'égard que Donald Trump a vis-à-vis de l'Afrique, ce grand pays unique à ses yeux. D'où bien sûr la fin de l'USAID, mais d'où également des investissements, encore une fois, très ponctuels sur certains dossiers. Le deal minier en RDC, également la crise avec les propriétaires afrikaners en Afrique du Sud. Là, au Mali, on pourrait très bien lire un investissement à la lecture déjà de la présence russe qui reste quand même identifiée comme l'ennemi, mais aussi, pourquoi pas, l'or malien. L'ouest du pays est quand même un bassin aurifère extrêmement important. Donc, il y aura certes cet investissement, cette coopération en renseignement, mais là encore, les Américains ne vont jamais se risquer à mener des opérations dans le pays. Je voudrais qu'on dise un mot, on l'a évoqué rapidement, des pays, deux pays qui regardent sans doute de très près ce qui se passe au Mali, et que sont le Burkina et le Niger, un risque d'effet domino ? Oui, il y a un vrai risque d'effet contagion, à mon sens surtout au Burkina Faso, où on a quand même 2/3 du pays qui est contrôlé par les groupes djihadistes. Mais pour l'instant, ce qui, entre guillemets, préserve le Burkina, c'est qu'on a un autoritarisme qui est encore plus fort qu'au Mali, avec une très très forte répression des mouvements d'opposition, avec également un investissement assez conséquent des forces d'autodéfense, même si là encore, c'est quand même des forces qui sont, à mon sens, envoyées pour se faire massacrer. Mais pour l'instant, voilà, Ibrahim Traoré est paranoïaque et tient d'une main de fer le pays, mais on a quand même les forces burkinabées qui ont toujours été très fragiles, ce qui explique l'occurrence passée de coups d'État militaires. Donc là encore, le JNIM pourrait également provoquer un nouveau coup d'État militaire au Burkina Faso. Et cet axe malo-burkinabé, s'il venait à s'effondrer, serait profondément déstabilisateur pour l'ensemble de la sous-région. Après, c'est vrai, comme l'a dit Djenabou, déjà le JNIM contrôle 2/3 du pays. Et il faut aussi, comme on l'a dit en début de propos, le JNIM est un acteur politique aussi. C'est-à-dire, ils savent très bien que Ouagadougou, jamais ils ne pourraient mettre un pied à Ouagadougou. Il y a une population, la formation même de la population même, et son hostilité au groupe djihadiste, elle fait en sorte que ce qu'ils ont à l'heure actuelle, on n'est pas loin du maximum de ce qu'ils peuvent avoir. En termes de rayonnement, disons, territorial, sans oublier qu'ils sont en guerre avec l'État islamique. Il y a encore quelques jours, il y a eu une bataille où plus de 36 morts du côté du JNIM ont été tués par l'État islamique. Et ça, pour ne pas être très long dans les détails de cela, ça les occupe beaucoup. Même peut-être plus que d'autres batailles, ouais. Parce que l'acteur le plus dangereux pour le JNIM, c'est l'État islamique, et vice-versa. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent phagocyter, disons, les troupes des uns et des autres. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Vous le rappeliez récemment dans un podcast. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est vrai, parce qu'avant tout, c'est des relations d'hommes, entre hommes. Et donc là aussi, pour ne pas être très long, le fait que certains des anciens ont été tués, que ce soit par les armées françaises, que ce soit par les armées locales ou au combat, a fait que les nouveaux n'ont pas les mêmes affinités. Et donc la guerre qui a éclaté, en l'occurrence en Syrie, à cause de l'actuel président syrien, entre Al-Qaïda et l'État islamique en 2003, elle est arrivée au Sahel en 2019 et elle continue de faire rage encore aujourd'hui. Donc la question est légitime. Est-ce qu'il y aura un effet domino pour les autres pays? Mais
Mali. On est déjà dans le domino. Donc, qu'est-ce qui peut arriver de plus? Ça veut dire, qu'est-ce qui peut arriver de plus que l'État islamique kidnappe un pilote américain au cœur de Niamey, 2 ressortissantes, une Suissesse et une Autrichienne à Agadez. Qu'est-ce qui peut être plus que le JNIM tape à Samaka, à côté du passage frontalier au Niger? Ça veut dire, on est déjà très très loin dans le domino. Et si la question, juste pour prolonger le propos de Wassim, si la question, enfin sur la question de la contagion, on y est, il y a plus de, enfin factuellement on y est, mais si la question veut dire est-ce que le scénario qu'on observe à Bamako avec ce blocus qui met très profondément à mal la gouvernance à Bamako, est-ce qu'on peut l'observer à Ouagadougou ou à Niamey? C'est peut-être naïf, mais moi j'ai tendance à dire que est-ce que le JNIM a les moyens d'ouvrir plusieurs fronts simultanément? Est-ce que le JNIM a les moyens de conserver Bamako sous pression et ouvrir simultanément Ouagadougou et Niamey? Je n'en suis pas sûr. On revient à la question des relais, quoi. Exactement. Ça dépend. Après, ils n'ont pas les... Dans chaque pays, ils n'ont pas les... Ils ont en tout cas la liberté de décider des objectifs opérationnels dans chaque pays. Et pour le JNIM, à la fois une force et une faiblesse? Oui, effectivement, parce que ça les préserve quand ils sont tapés et continuent à être opérationnels. Mais par ailleurs, pour le JNIM, comme pour l'AES, le cœur du réacteur, c'est le Mali. Ce qui se passe au Mali aura un impact ailleurs, et ça, le JNIM est très clair là-dessus, et l'AES aussi, et c'est par ailleurs qu'on voit aussi aujourd'hui ce paradoxe aujourd'hui, où c'est le JNIM qui se mouvoie dans les 3 pays et au-delà, sans entrave. Ce n'est pas les armées locales. Donc, est-ce qu'il a les moyens de mettre un effort sur 3 capitales en même temps? Je ne sais pas, mais il peut faire bouger ses forces sur l'une ou l'autre. Et ça, c'est déjà beaucoup. À propos de moyens, on ne l'a pas évoqué, un mot de la politique des otages menée par le JNIM. Wassim, vous révéliez il y a quelques jours le montant de la rançon payée pour faire libérer un otage émirati, 50 millions de dollars. 50 millions, oui. Une manne extraordinaire. Oui, tout à fait. Là encore, c'est un mode de financement assez classique des groupes affiliés à Al-Qaïda, les rançons d'otages. Là, ce qui était différent, c'est en effet le montant. On se rappelle que même pour la libération des otages, donc qui incluait Sophie Petronin, on était plutôt autour de 10 millions d'euros. En dépit des délégations. Tout à fait. Pour 3 otages. Et alors là, certains ont même évoqué la fourchette de 70 millions de dollars, donc ce qui est énorme. Clairement, encore une fois, c'est un mode historique, mais ce qui est aussi intéressant ces derniers temps, c'est qu'on a un ciblage de plus en plus important d'otages étrangers issus d'Asie et d'Europe de l'Est. Ce qui, à mon sens, révèle à la fois déjà que la denrée qu'est l'otage occidental se fait de plus en plus rare, déjà puisqu'il y a des évacuations et les otages occidentaux sont de plus en plus prudents dans leur déplacement, mais aussi parce qu'il y a un ciblage des intérêts économiques de ces pays-là, notamment des sites industriels et miniers chinois. Et pour moi, c'est encore une fois un message du JNIM envoyé envers les investisseurs et les partenaires du régime pour leur faire peur, pour les pousser du coup à rompre leur partenariat et encore une fois paralyser l'économie malienne et également un narratif important du régime qui s'est quand même porté au pouvoir en disant nous diversifions nos partenariats, nous avons de nouveaux partenaires sur lesquels nous pouvons compter, et en fait le JNIM vient mettre à mal ce narratif-là en effrayant ces nouveaux partenaires potentiels. Après, juste un petit... effectivement, donc, pour la rançon, entre 50 et 70, après, il y a eu beaucoup de... Millions. Voilà, c'est beaucoup de millions. C'est exceptionnel parce que, de par la nature de l'otage en soi, donc c'est un général à la retraite, émirien, qui fait partie de la famille régnante Al-Maktoum à Dubaï. Sachant que les ravisseurs ne le savaient pas, je crois. Non, voilà, pour la petite histoire, ils ne le savaient pas. Il y avait une activité d'aéronef là-bas. Ils ont attaqué la facilité en pensant que c'était quelque chose qui appartenait à l'armée malienne. Ils tombent sur un émirien, ils disent on a un émirien, qui est-ce? Et donc c'est un homme assez âgé en fait, et donc ils le prennent, et je sais, j'ai pas de certitude, mais je doute qu'ils ont eu la vraie identité par voie de presse quand cette identité a
été dévoilé et là, la rançon a explosé. Et juste pour rester un petit peu là-dessus, il y a eu beaucoup de rumeurs sur 20 tonnes de munitions, d'où le gap entre 50 et 70 millions. Mais bon, 20 tonnes de munitions, je pense que le JNIM, déjà, il faut les acheminer. Par quel pays? Et pour aller chercher dans chaque cartouche, s'il y a un traceur, voilà, il faut y aller. Donc, il y a eu peut-être de l'armement, mais plutôt des canons de 14,5 ou de Zou-23, mais pas 20 tonnes de munitions. Et moi, ça m'a été dit par une source, mais une source quand même qui est pas mal, comme quoi les munitions étaient remplacées par de l'argent, et donc les 20 millions. Et dernière chose, le JNIM, au-delà du fait qu'il sait là où il peut chercher l'argent avec les insolités qu'on a citées, il a aussi une politique maintenant de ne pas prendre d'otages occidentaux, ne pas prendre d'occidentaux en otage. C'est sa politique pour le moment et il le fait savoir. Un mot à propos des Occidentaux pour conclure, Stéphane. On a entendu ces derniers jours le patron ici de la DGSE s'inquiéter du risque de projection ici en Europe venu de cette poussée djihadiste au Sahel. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu et ce que j'en déduis. Est-ce que, en gros, la question simplement, est-ce que la situation au Mali ou au Sahel en général peut avoir une conséquence ici en France ou en Europe de manière sécuritaire? Je pense que non, tout simplement. Je pense que le djihadisme tel qu'on le vit, tel qu'on l'analyse, on le voit au Sahel, n'a pas les moyens de cette organisation. J'entendais un de nos confrères qui parlait récemment de logistique, et je pense qu'il a tout à fait raison. Est-ce que les groupes armés qui opèrent aujourd'hui dans le Sahel ont cette capacité logistique d'organiser une opération à plusieurs milliers de kilomètres du Sahel? Je n'en suis pas sûr. On est dans une région quand même, il faut le dire, où les infrastructures physiques et même, j'allais dire, en termes de télécommunications sont très pauvres. Organiser une opération projetée dans ce contexte-là me paraît compliqué. Analyse partagée, d'un mot. La denrée rare pour projeter une équipe comme celle du 13 novembre, c'est d'avoir des djihadistes locaux, donc français, belges. Là, ça n'existe pas au Sahel. Le seul attentat préparé depuis la zone élargie, disons, et qui a réussi en Europe, c'est l'attentat de Manchester en 2017, préparé par 2 frères libyens et britanniques qui étaient dans la rang de l'État islamique, quand l'État islamique avait une assise en Libye, donc sur la côte, et les deux avaient la nationalité britannique aussi. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas au Sahel pour le moment. Le champ d'action reste le Sahel. D'un mot. Les groupes sahéliens sont des groupes qui ont une très forte implantation locale et qui se sont même endogénéisés. On se rappelle qu'ils provenaient à l'origine d'AQMI, c'était à l'origine des Algériens du Nord, et maintenant c'est des groupes, comme disait Wassim, une organisation transethnique, mais vraiment, voilà, une implantation très endogène. Donc c'est mal comprendre la menace de s'imaginer une exportation en France, et aussi mal comprendre dans le sens où on a un mouvement politique, ça a été dit plusieurs fois sur le plateau, on a un mouvement insurrectionnel politique et pas un djihadisme comme on a pu le voir avec Daesh. Dirigé par un Malien, on l'a dit tout à l'heure. Merci infiniment à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Djenabou Cissé pour la Fondation pour la recherche stratégique, Wassim et Stéphane, merci beaucoup. Vous êtes ici chez vous, une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve juste après la pub.